trouve que dans notre société aujourd'hui, on a besoin d'apprendre à vivre ensemble, et surtout à faire les choses ensemble, à se respecter. Et dans un orchestre, c'est exactement ce qu'on apprend. Zaya Ziwani est apparue sur les écrans du monde entier, le soir de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Paris 2024. La chef d'orchestre, désormais incontournable. Moi, j'ai toujours détesté qu'on choisisse à ma place. La petite fille de Pantin a grandi en écoutant son cœur battre à la mesure, loin des préjugés et du déterminisme. Dans la musique, dans tous les rêves qu'on se fixe, en fait, la réussite, elle se mérite et il faut travailler. Et à toutes celles et ceux qui lui ont dit que c'était impossible, voici ce qu'elle a toujours répondu. Il faut rêver grand, il faut croire en soi. Zaya Ziwani est notre nouvelle invitée sur Entre vous et moi. Une invitation à croire en soi, en ses rêves et à célébrer la vie en musique. Une vie sans musique, c'est trop triste en fait. Bonjour à tous, avant de découvrir notre nouvelle invitée, n'hésitez pas à aller vous abonner sur la chaîne Entre vous et moi et de découvrir également toutes nos émissions en podcast sur toutes les plateformes que vous préférez. Bonjour Zaya Ziwani. Bonjour. Alors je vous dis, il faut qu'on soit transparent, on s'est rencontrés, on a regardé il y a à peu près 10 ans. Oui, c'est ça, exactement. J'étais encore à TF1, on a fait un reportage avec toi et j'avais eu le cœur qui battait très fort parce que ton boulot que vous allez découvrir et le sens que tu y mets, ça n'a pas de prix. Merci. Merci, beaucoup, merci. On se dit tu, évidemment. Oui, d'accord. Puisqu'on s'est déjà dit tu en coulisses. Zaya Ziwani, j'ai écrit une chef d'orchestre que personne n'attendait. Parce qu'on t'a dit que c'était impossible, parce qu'une femme, issue d'un milieu populaire, avec des parents algériens, qu'on découvre désormais telle une star dans l'émission Prodige sur France Télévisions, et qu'on a découvert, et j'ai compris pourquoi l'interview n'a pas pu se faire au printemps comme on avait demandé. Oui. Tu viens de clôturer les JO 2024 avec ton orchestre et avec une Marseillaise revisitée, magistrale. Oui. Tu es née à Paris. Oui. Zaya, tu as quel âge? Alors j'ai 46 ans, je suis née en 1978. Et on est ici, à Pantin, oui. Chez toi. Oui. Tu n'as jamais quitté. Non, en effet, j'habite la même rue, d'ailleurs, depuis 1980. Et c'est vrai que je suis attachée à cette ville parce que c'est la ville où j'ai grandi. Et il s'avère que plus tard, il y a toute la Cité de la musique, le Conservatoire supérieur de Paris, la Philharmonie de Paris qui s'est installée à quelques pas de là où j'habite. Et donc je dois dire qu'aujourd'hui, c'est encore mieux pour moi d'être ici. Et ça te permet peut-être aussi de regarder derrière en disant « Waouh !» Tout ça, c'est moi. Oui, c'est vrai. Alors, moi, j'ai plutôt tendance à souvent regarder encore le chemin qui me reste à accomplir et un peu à foncer, parfois tête baissée. Mais de temps en temps, c'est vrai que c'est important aussi de se poser, de prendre le temps de la réflexion, de structurer aussi, parce que c'est bien de vouloir aller loin, mais il ne faut pas y aller trop vite non plus. Et j'ai appris aussi dans mon parcours, dans mon métier, qu'il vaut mieux aller parfois plus lentement, mais plus sûrement, et puis surtout de jamais céder à la facilité ou jamais faire de compromis sur le sens qu'on a donné à son projet, sur les valeurs aussi auxquelles je tiens beaucoup. Rester ici, ça me permet de continuer en effet à rester ancré et de me souvenir que de toute mon histoire, d'où je viens, des valeurs de la famille, puisque c'est aussi un endroit où j'ai beaucoup partagé de moments avec mes parents qui m'ont élevée ici, ma sœur Fetouma, mon frère Mehdi. Et donc c'est pour ça aussi que je suis attachée à rester là. Tu as grandi au milieu des bars HLM, donc dans un quartier populaire de Pantin. Et la musique à la maison, elle était là tout le temps. Et pourtant, tes parents n'étaient pas des musiciens, mais étaient des mélomanes, c'est ça? Et exactement. Voilà, mes parents, ils étaient de grands mélomanes. Et j'ai toujours entendu à la maison la radio, beaucoup de musique. Enfin, ils nous permettaient aussi de lire, d'écouter de la musique, donc ça soit de la musique classique, mais on écoutait aussi des musiques du monde arabe. Mon père, c'était un fan de Tina Turner, donc on écoutait aussi du Tina Turner, voilà, plein de musiques différentes, même si je dois dire que la musique classique était quand même la musique qu'on écoutait le plus. Et c'est vrai que très tôt, moi, j'ai toujours été fascinée par cette musique, parce que je la trouvais belle, et je reste très convaincue aujourd'hui que le beau, c'est ce qu'il faut permettre, il faut permettre à tout le monde de pouvoir y avoir accès, le découvrir, parce que quand tu rencontres le beau, après tu peux plus t'en passer, tu sais que ça fait partie de la vie, que tu peux y avoir accès. On dit toujours en plus que le beau est hors de prix.
Sauf que là, c'est une beauté qui ne s'achète pas, en fait. Mon père, c'est vrai que quand il est venu s'installer en France, il a écouté France Culture à la radio et c'est comme ça que ça lui a permis de découvrir mieux l'histoire de notre pays, l'histoire de France, la musique classique, la littérature, enfin plein de choses. Et ça a éveillé sa curiosité et c'est cette curiosité qu'il a partagée avec nous. Et après, voilà, allumer la radio, ça ne coûte pas grand-chose et c'est ce qui nous a permis à nous aussi de pouvoir profiter de tout ça. Tes parents arrivent d'Algérie en France dans les années 70. Papa faisait quoi ? Alors mon père, il a toujours travaillé dans la restauration. Voilà, il était chef de rang dans un restaurant dans Paris, dans le 8e, pas très loin d'ailleurs sur les Champs-Élysées, pas très loin de la salle Pleyel. Et donc voilà, c'est aussi comme ça qu'un jour il a eu la présence d'esprit ou en tout cas l'audace de pousser cette porte et de se dire tiens, je vais aller écouter un concert. Et maman ? Et maman, elle a passé d'abord pas mal de temps à la consacrer à notre éducation. Et ensuite, maman, elle travaillait dans l'administration en Algérie. Donc, elle a retrouvé un travail dans l'administration ici en France. Tu viens de le dire, une éducation très ouverte sur la culture française, l'histoire et les racines algériennes. Ça veut dire que, voilà, c'est ça aussi, l'ouverture d'esprit. C'est vrai que je dois dire que parfois, moi, je me suis souvent retrouvée dans une situation où parfois on me demandait un petit peu de choisir. Alors inconsciemment ou consciemment d'ailleurs, mais entre être française, être algérienne, on me renvoie souvent le fait que je suis d'origine algérienne ici en France, que je suis une franco-algérienne, alors que très souvent quand je suis à l'international, je représente la France à l'étranger. Moi j'ai toujours été très à l'aise avec ça parce que mes parents ils m'ont toujours élevée justement dans cette richesse de ces deux cultures, dans le respect de ces deux cultures. On était tout petits, qu'on connaissait déjà la Marseillaise, l'histoire de la Révolution française, de notre histoire, voilà, c'était hyper important que les valeurs de la République ici, que notre histoire de France, on la connaisse bien et on a grandi avec ces valeurs-là. Tout comme ils n'ont jamais masqué et caché nos origines et on a aussi grandi avec aussi la découverte de ces origines-là et le respect. Donc en fait, moi je dois dire que c'est au contraire, c'est une super belle richesse. Tu l'as mentionné, Fetouma, qui est ta sœur jumelle. Oui. C'est ça, hein ? Exactement, on se ressemble beaucoup, Fetouma et moi. Et donc on a grandi ensemble. On a un frère qui est un peu plus jeune que nous, qui s'appelle Mehdi. Voilà. Et désormais maman d'une petite fille, oui. Sarah, qu'on voit partout là, et qui a bientôt 10 ans, c'est ça ? Oui, c'est ça, exactement. Voilà, on te connaît mieux, parce que ce virus de la musique classique, j'ai l'impression que tu te l'es inoculé toute seule en demandant un jour à Noël une guitare. Oui. Et je dois dire que ça a été en effet un moment fascinant parce que avant que je puisse aller au conservatoire, j'aimais justement gratouiller cette guitare, écouter les sons. Mais assez rapidement, j'ai été un peu frustrée d'ailleurs de ne pas pouvoir jouer dans un orchestre parce que moi, quand j'écoutais la guitare, j'adorais cet instrument, mais je pensais que tous les instruments pouvaient jouer dans les orchestres. Eh ben non, pas la guitare. Non. Ouais. Et donc, ça m'a un peu attristée dans un premier temps, mais bon, après, j'ai toujours, en gros, su rebondir face un petit peu à ces difficultés-là, mais bon, à cette frustration. Et donc, comme j'avais découvert l'alto, qui est un instrument à cordes frotté un peu comme le violon, dans la famille du violon, j'avais beaucoup aimé cet instrument. Et je me suis dit, tiens, je vais pratiquer aussi cet instrument, ça me permettra d'être au cœur d'un orchestre et de pouvoir jouer dans un orchestre. Dès 8 ans, tu perds pas de temps, tu diriges la chorale de ton école. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu t'es dit, je vais être chef d'orchestre à ce moment-là ? C'est quoi ? J'avais une enseignante à l'époque, je me souviens, elle s'appelait Madame Rode. On faisait beaucoup de chant, du théâtre et de la musique aussi dans sa classe. Et donc, je pense qu'elle avait déjà en fait décelé en moi cette capacité certainement à justement emmener tout le monde. Et donc voilà, donc elle a décelé et ça a été une première expérience pour moi de la direction, de diriger la chorale de ma classe. La première à avoir cru en toi avant toi-même. Exactement, tout à fait. Ça, hein. Tout à fait. Aussi, ce qu'on renvoie de nous-mêmes. Oui, c'est vrai. Et à 13 ans, si tu t'imagines chef d'orchestre. Oui. Et j'ai retenu cette phrase de toi, aussi surréaliste que de devenir président ou cosmonaute. Rien n'a joué en ma faveur, ni mon sexe, ni mes origines sociales modestes. Toi, tu t'es dit que c'était impossible ? Je me suis jamais dit que c'était impossible. J'ai parfois en effet douté, mais quelque part, j'ai toujours su au fond de moi que je deviendrais chef d'orchestre et je crois que alors ça a été très difficile, mais ça a été aussi quelque part une des choses les plus rassurantes que j'ai su en moi, c'est que je me suis jamais posé la question de ce que je voudrais faire plus tard. Et quand en effet
j'ai commencé à jouer de l'alto dans un orchestre, j'ai découvert l'univers de l'intérieur et c'est vraiment à la fois fascinant et en même temps très différent de ce à quoi je m'attendais. Moi, j'étais vraiment aux premières loges et je voyais en effet le chef d'orchestre qui nous disait, moi il y a des choses où j'appréciais, je me dis tiens c'est bien, il nous emmène dans cette direction-là. Et puis d'autres fois où je me dis mais moi c'est pas du tout comme ça que je ressens les choses. Donc je me suis dit Zaya, il faut que tu puisses faire ton propre avis là-dessus. Ouais. Et j'ai commencé à me renseigner sur qu'est-ce que c'est un chef d'orchestre. Quand je dis que rien n'a joué en ta faveur, et certainement pas le fait que tu sois une femme, 4% des chefs d'orchestre dans le monde sont des femmes, oui. 2% en France. Peu de jeunes, quasiment pas de femmes, et peu de talents issus des milieux populaires. Je dis ça pourquoi ? Parce que quand tu arrives au lycée Racine dans le 8e arrondissement, tu es accueilli par cette phrase « ça existe, la musique classique en Seine-Saint-Denis ?» Oui, exactement. Alors, en fait, moi déjà, adolescente, j'avais qu'une seule peur plus tard, c'était d'être chômeuse en fait. Parce que tellement, c'est cette image que renvoie la société, que renvoient les médias, de tu vis dans cet endroit, donc ta vie, elle sera compliquée, elle sera difficile. Parfois même à l'école ou certains professeurs, comme au conservatoire d'ailleurs, certains qui me disaient non, Zaya, c'est pas un métier qui est fait pour les femmes, parce que c'est tellement plus rassurant aussi pour les adultes de quelque part de restreindre un peu les ambitions des enfants pour dire bon, au moins ça, tu vas y arriver. Alors qu'en fait, moi, je rêvais grand et j'avais envie qu'on m'y encourage. Et c'est vrai que moi, j'ai détesté qu'on me dise Zaya, c'est pas un métier qui est fait pour les femmes, concentre-toi sur tes études, ou c'est déjà bien que tu fasses de la musique. Moi, j'étais toujours animée par ce sentiment du dépassement de soi, d'aller toujours plus loin. Je regardais Roland Garros à la télé, je me disais moi aussi je ferai Roland Garros plus tard parce que je joue au tennis. Enfin, tu vois, j'avais toujours cette envie de gagner, de conquérir des univers. Alors évidemment, j'étais aussi consciente que ce serait certainement plus compliqué de gagner Roland Garros que de réussir dans la musique, mais peu importe, moi je rêvais grand en fait. Et donc j'étais toujours un peu frustrée que j'ai des professeurs ou des personnes qui me disent, qui me restreignent ça. Et en effet, en sortant de cet univers de la Seine-Saint-Denis dans lequel j'avais grandi, où je me sentais bien, j'avais mes copains ici de classe, mes copains du quartier, je sors de là pour aller au lycée Racine à Paris, et là d'un seul coup je découvre complètement un autre monde avec des personnes qui viennent d'autres milieux sociaux, d'autres territoires aussi, parfois comme nous, avec ma sœur, et parfois différents, et là où je me rends compte vraiment de l'image que l'on a, que la Seine-Saint-Denis a, que les habitants de la Seine-Saint-Denis ont. Et c'est la première fois en fait que quelqu'un me renvoyait à cette condition d'être d'origine algérienne, de venir de la Seine-Saint-Denis. Et je dois dire que ça a été très dur parce qu'en effet, j'avais jamais été confrontée à ce point-là à la dureté des regards, à la dureté justement des personnes. Et ça m'a beaucoup secouée, en effet. Même si ça fait mal, tu penses que ça a été utile pour toi, ce genre de phrase ? Alors, en fait, cette expérience-là, elle a été très utile. Et je pense même que si je ne l'avais pas vécue, je n'aurais pas du tout fait le parcours que j'ai fait aujourd'hui. Et toutes les difficultés que moi, j'ai pu traverser dans ma carrière, dans ma vie personnelle, elles m'ont toujours aidé à rebondir et à rebondir encore plus loin. Donc, je dois dire que souvent, il faut, même si c'est difficile, il faut aussi prendre le bon de ces expériences-là. Et j'ai jamais vécu, d'ailleurs, souvent ces expériences difficiles comme des échecs, mais au contraire, comme des moments où on apprend de la vie. Et puis au contraire, ça nous remue un peu pour justement rebondir. Et c'est vrai que j'avais envie que d'une chose, c'était de montrer à ces personnes-là qu'elles se trompaient, qu'au contraire, moi j'étais fière de là où je venais et qu'on pouvait être différent, on pouvait avoir un profil différent, on pouvait faire de la musique différemment. Et je dois dire que ça m'a forgé, moi, en tout cas mon esprit, de me dire, mais Zaya, de toute façon, ne cherche pas à ressembler aux autres, tu es celle que tu es. Et j'ai toujours gardé ça en tête. Tu fais une rencontre déterminante. Tu découvres à la télé le maestro roumain Sergiu Celibidache. Voilà, je préférais que tu le dises. Directeur du Philharmonique de Munich, qui t'intègre dans sa classe, mais avec cette phrase dure. Avec moi, une femme ne tient pas plus de 15 jours. Et toi, t'es resté. Tu m'expliques ? Quand à nouveau cette phrase qui va faire que tu vas faire tout l'inverse de ce qu'on te dit. Oui, alors après, en effet, il faut avoir en tête que c'était un chef d'orchestre qui était parmi les plus grandes figures qu'on a eues au XXe siècle. J'avais son poster dans ma chambre, je l'admirais. C'est
comme un amateur de foot qui rencontrerait Ronaldo ou Messi. Enfin, je veux dire, c'était vraiment une très grande figure. Donc, et c'était quelqu'un comme tous ces grands chefs d'orchestre qui avait aussi une grosse personnalité, beaucoup de charisme, un certain ego aussi. Et donc, il aimait bien provoquer, être souvent dans la provocation, justement pour amener les élèves chefs d'orchestre à se dépasser, puis surtout à être capable de rebondir quand tu te retrouves devant un orchestre qui ne va pas forcément bien t'accueillir. C'est jamais simple quand tu es un individu devant un grand groupe, surtout quand tu diriges des grands orchestres où tu vas avoir 80, 100, 120 musiciens. Il faut être bien ancré, il faut être capable d'encaisser les choses, d'avoir de la répartie, de gérer des situations pas simples. Donc voilà, il m'a testé en fait. Alors, je dois dire que évidemment, c'était une autre époque, donc où les femmes avaient très peu leur place dans le milieu musical. Donc c'est vrai qu'il n'y avait pas la parité dans les orchestres, on ne voyait pas de femmes chefs d'orchestre, donc lui, il n'a pas vu non plus beaucoup de femmes dans son environnement. Mais en même temps, il m'a fait confiance. J'ai été la dernière chef d'orchestre à rentrer dans sa classe. Et donc, c'est vrai que moi, quand il m'a dit ça, c'était comme quand, dans ma vie de tous les jours ici à Pantin, on me disait « tu n'y arriveras pas ». Moi, j'avais envie que d'une chose, c'était de prouver qu'au contraire, j'étais capable et c'était un autre défi à relever. Et en effet, ça a été une expérience magnifique parce que j'ai beaucoup appris à ses côtés, à diriger déjà un orchestre, à comprendre l'exigence, l'extrême humilité aussi qu'il faut avoir face à une partition, face à même à un orchestre. Il nous disait il faut mériter cette place d'être sur l'estrade et d'avoir ce pouvoir de conduire un orchestre. Alors même si parfois il était dur, je dois dire que ça a été en effet une rencontre qui a été déterminante et qui m'a permis surtout de croire en moi, parce que je me suis dit, si ce grand chef d'orchestre, voilà, qui a marqué l'histoire, la direction d'orchestre, il croit en moi, c'est que je suis capable de le faire, donc il faut que j'y aille. Et ça a été pour moi le petit déclic dans lequel où je me suis jamais, j'ai jamais fait demi-tour et j'ai tracé après. Quand il t'envoie cette phrase cinglante, est-ce que finalement il ne faut pas entendre derrière ces mots une invitation à toi te surpasser et à lui de dire « je crois en toi Zaya, mais prouve-le-moi ». Ah mais clairement, et je dois dire qu'en fait, c'était pas quelque chose qui m'était étranger, parce que dans notre éducation à la maison, mes parents et mon père en particulier, il nous a toujours dit « mais tu sais Zaya, vous avez beaucoup de potentiel et certainement que des personnes ne vous attendront pas à certaines places. Et c'est à vous de prouver, c'est à vous de travailler, c'est à vous de prouver que vous êtes capable de le faire et vous êtes capable de le faire. Il ne faut jamais douter de ça. » Alors bien sûr qu'on se met parfois à douter dans la vie, et heureusement d'ailleurs, mais c'est vrai que c'était le fait d'entendre ce même discours, mais par une autre personne, et qui plus est dans le milieu de la direction d'orchestre, et bien sûr que c'était une invitation pour moi à y aller. Et voilà, et d'ailleurs, il ne me faisait pas de cadeau en cours, mais c'était très bien. D'autant que derrière, il y en aura d'autres embûches, notamment ces mots, les propos en 2013 du directeur du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, qui évoque le problème de la maternité, lié évidemment aux femmes, et qui explique qu'une femme qui va avoir des enfants va avoir du mal à avoir une carrière de chef d'orchestre. Toi, tu es maman. Oui. Alors, c'est un vrai problème ? Alors, pas du tout. Et je trouve que je suis une meilleure chef d'orchestre depuis que je suis maman. Et il s'avère qu'en plus, c'est vrai qu'il y a eu cette polémique, en tout cas ces discussions-là. Moi, j'ai été moi-même enceinte, en fait, et j'ai fait 80, en gros, entre 80 et 90 concerts pendant ma grossesse. Et en fait, le fait d'être maman ne m'a jamais empêchée de faire mon travail et de le faire bien. Et au contraire, même, moi, cette beauté de la musique, j'ai eu envie de la partager aussi avec ma fille. Et donc, je continue à être la meilleure, en étant la meilleure chef d'orchestre que je puisse pour que Sarah elle soit fière de moi et puis surtout qu'elle partage aussi cette super musique. La meilleure des réponses à ce monsieur et à ceux qui aussi, de par leur injonction et leurs pensées limitantes, pensent que ça va nous freiner. Bien au contraire. Oui, tout à fait. Là. Se donner les moyens, seul, de réaliser ses rêves, d'y croire, contre vents et marées, contre préjugés. Et peu importe la petite fille timide du départ, tu as dit, pour être certaine de diriger un ensemble, une femme n'a d'autre solution que de le créer elle-même. Ça résonne en toi ? Oui, exactement, ça résonne beaucoup. Et il y a de très belles choses. On a la chance en France d'avoir des super musées, des super orchestres et d'être très riche dans la culture. Mais parfois quand même, je trouve, ça manque un peu d'ouverture et de souplesse. Et moi, je l'ai concrètement vécu quand j'étais jeune et que justement je suis sortie de cette riche expérience avec ce grand chef d'orchestre.
je me suis dit, mais maintenant, qu'est-ce que ça va être la suite? Alors, j'ai besoin de continuer à me former, je l'ai fait, j'étais à l'université à la Sorbonne, suivre des cursus dans d'autres conservatoires. Et en même temps, j'ai commencé à aller à toquer à la porte de plusieurs orchestres pour pouvoir commencer à diriger, parce que moi, j'avais quand même une expérience qui commençait à être un petit peu conséquente. Et je voyais qu'il n'y avait aucune opportunité, qu'il n'y avait aucune perspective. Et là, je me suis dit, mais en fait, moi, si j'attends qu'on m'appelle, sachant que il y avait, je me souviens à l'époque, un jeune chef d'orchestre qui venait d'être nommé à l'orchestre de Radio France. Et quand je lisais sa bio, il y avait marqué en titre un jeune chef d'orchestre à la tête de Radio France. Et bon, il avait entre 40 et 45 ans. Alors, bon, moi j'ai cet âge-là en ce moment, donc je sais que c'est un âge qui est jeune. Mais malgré tout, quand tu as 20 ans, tu as entre 18 et 20 ans, tu te dis, mais je ne vais pas attendre d'avoir 45 ans pour diriger un orchestre. Et donc, je me suis dit, bah, Zaya, il faut que tu prennes toi-même les choses en main. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer l'Orchestre Divertimento, mais je vois autour de moi les quelques autres femmes que nous sommes à diriger aujourd'hui en France à un niveau national et international, mais on a encore du mal à donner la direction musicale, de la donner et de faire confiance à des femmes chefs d'orchestre. Tu viens d'en parler, en 98, tu fondes ton propre orchestre, l'Orchestre Symphonique Divertimento. Une petite centaine de musiciens te suivent, et le sens que tu veux donner à ce projet, il est très clair. Rompre les frontières entre les cultures, les classes sociales, les origines, et aussi démocratiser ce qui appartiendrait aux riches, aux bourgeois, et ce qui appartiendrait au peuple. En gros, c'est ça. Exactement, parce qu'en fait, moi, depuis que je suis enfant, j'ai toujours navigué entre tous ces univers-là, et que ce soit avec mes parents qui nous emmenaient visiter le château de Versailles, les musées, on allait à l'opéra, et en même temps continuer à habiter à Pantin et à évoluer dans mon département ici, celui de la Seine-Saint-Denis, en allant à la Sorbonne, à l'université, puis après en allant donner des cours à Stein, en étant aussi prof dans un conservatoire à Paris, plutôt dans un quartier un peu plus favorisé. Donc moi j'ai toujours fait ces allers-retours entre des milieux sociaux différents, des territoires différents, et je me suis toujours sentie bien et à ma place. Partout. Partout en fait. C'est vrai que ma mère, elle nous emmenait toujours voir des concerts de musique symphonique. On allait à l'opéra, on allait à la salle Pleyel. Et chaque fois, je me suis toujours dit, mais pourquoi on va dans Paris et que moi, dans mon département, on n'a pas le droit à avoir à la même chose, en fait. Et c'est là que je me suis dit, de toute façon, moi, je suis Zaya, je suis celle que je suis, avec mon parcours, mon histoire. Je n'ai pas le même parcours que les autres, et je n'ai pas forcément non plus les mêmes idées et les mêmes envies. Et Zaya, il faut que tu te concentres sur ce que tu as envie de faire. Et la première décision que j'ai prise, ça a été justement d'installer cet orchestre à Stein, en Seine-Saint-Denis. C'est là-bas qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. Tout à fait. Et voilà, et c'est comme ça que l'histoire de l'orchestre a commencé à s'écrire dans ce territoire, et où on a fait les mêmes concerts. Et encore aujourd'hui, on fait toujours des concerts à Stein, on en fait partout ailleurs. Mais les concerts que je vais donner à Stein, ce sont les mêmes que ceux que je vais donner à la Philharmonie de Paris, ou quand je pars en tournée à Hong Kong, ou avec les mêmes musiciens que ceux avec lesquels j'ai joué à la clôture des Jeux Olympiques. Tu évoques le moment où on s'était rencontrés. J'ai en mémoire cette petite fille qui n'avait jamais touché de sa vie ni vu un violon, et qui se retrouve avec ce violon. Et je me souviens que je lui ai demandé mais tu ressens quoi? Et elle fait je ne savais pas en fait que j'avais le droit, oui, moi, de jouer au violon. Et ça m'avait beaucoup émue, d'autant que à l'époque, la Seine-Saint-Denis, c'était la pleine explosion du rap. Oui. NTM vient de là. Oui. Et c'est vrai que ces enfants, cette jeune génération-là, pour elle, il n'y avait que ces chansons-là. Comme si finalement, même dans la musique, même dans l'art, on mettait des frontières. Toi, tu estimes que la musique, c'est justement le lieu où la liberté peut s'exercer. Moi, j'ai toujours détesté qu'on choisisse à ma place. La Seine-Saint-Denis, oui, c'est un territoire plus moderne, peut-être plus urbain. Il y a une grande place du sport, des cultures urbaines, mais la musique classique, elle a aussi sa place. Ne choisissons pas la place des enfants, la place des familles, ce qu'ils ont le droit d'écouter ou pas. Après, on y va, celui qui a envie de continuer, il continue, celui qui n'a pas envie, il ne continue pas, c'est pas grave. Mais par contre, il faut permettre d'offrir cette opportunité de découvrir. Et je dois dire que ça fait 25 ans que je fais ces actions en Seine-Saint-Denis avec l'Orchestre Divertimento. Je n'ai jamais rencontré un enfant, une personne qui, à la porte de la salle, dit « je ne veux pas rentrer, ça ne m'intéresse pas », ou quand on fait des concerts justement éducatifs et qu'on accueille tous les enfants, qui se bouchent les oreilles parce qu'il dit « mais moi, je ne veux pas écouter de la musique classique ». Quand tu es face à un orchestre symphonique et qu'on joue une musique du 19e siècle, du 20e siècle, peu importe d'ailleurs le compositeur, c'est une musique où il y a beaucoup d'énergie. Franchement, comme disent les jeunes, ça envoie les watts. Et voilà, il y a beaucoup d'énergie.
il y a beaucoup d'émotions aussi, et les enfants, ils y sont tous sensibles. Ça ne les empêche pas de continuer à écouter Maître Gims ou NTM ou d'autres musiques, et c'est très bien, mais par contre, il faut leur permettre, et nous, on est là pour ça, et c'est ce qui m'a donné envie de créer l'Académie Divertimento, qui est aujourd'hui une académie qui forme beaucoup de jeunes, et moi, je m'éclate en étant chef d'orchestre et en étant très active dans cette académie. Et qui est itinérante, justement. Vous allez dans différentes villes. Exactement. Et en fait, c'est une académie. Alors, en effet, c'est pas un bâtiment où on vient apprendre la musique. Et on va à la rencontre de jeunes musiciens, que ce soit ici en Seine-Saint-Denis, ça peut être dans la Sarthe, à Lyon, à Marseille, enfin, dans des territoires différents où on a justement des projets. Et puis, parfois, il y en a certains qui le font, mais de façon un peu timide, où ils sont pas convaincus, ou ils sont en période de l'adolescence, ils s'interrogent, ou au contraire, ils sont comme moi je l'étais quand j'étais jeune, c'est-à-dire en se disant moi je deviendrai bien musicienne, mais je ne sais pas si je peux y arriver, je ne sais pas comment faire. Et on se rend compte qu'il y a un potentiel de fou partout en France, en milieu rural, en milieu urbain. Parfois je leur dis venez nous rejoindre sur 10 minutes de la fin d'un concert. C'est comme si on leur permettait de faire un match de Ligue des Champions pendant 10 minutes à la fin. Et moi, je les invite à la Philharmonie ou je les invite dans des grandes salles et en leur disant, voilà, vous avez 10 minutes et vous êtes des pros pendant 10 minutes. Et du coup, ils bossent beaucoup et ça leur donne beaucoup d'estime aussi d'eux-mêmes, le sentiment qu'ils sont capables d'aller aussi loin, d'honorer ces exigences-là, qu'il faut beaucoup travailler pour y arriver, mais que quand on travaille, on a des résultats. Et je dois dire que parfois, ça leur permet de continuer leur chemin dans la musique ou tout simplement de se dire qu'ils sont capables d'honorer de grandes ambitions en devenant médecin, avocat, ingénieur, éducateur sportif, peu importe dans ce qu'ils veulent, mais qui sont capables de réaliser leurs rêves. Et je dois dire que c'est pour ça que l'orchestre, c'est une très belle école de la vie et que l'académie, pour moi, ça permet de jouer de la musique, mais aussi d'apprendre tellement d'autres choses. Et je trouve que dans notre société aujourd'hui, on a besoin d'apprendre à vivre ensemble, mais surtout à faire les choses ensemble, à se respecter. Et dans un orchestre, c'est exactement ce qu'on apprend. Et comment tu expliques que tu n'obtiennes pas de soutien, j'allais dire financier aussi, par nos politiques ? C'est vrai que quand tu décides de créer un orchestre et tu dis je vais installer sa résidence en plein quartier populaire de la Seine-Saint-Denis, dans une des villes qui est parmi les plus fragiles du département, voire de France, en fait, c'est vrai qu'au ministère de la Culture, eux, ils ne pensaient pas du tout que ce serait un projet professionnel. Et le fait de dire, tiens, je vais jouer à Stein, c'était dans leur imaginaire, dans leur conscience, c'était considéré comme un travail socio-culturel et pas comme un travail artistique. Parce que pour eux, voilà, c'était comme si je faisais de l'animation, comme si... voilà, mais en fait, pas du tout. Et j'ai passé du temps à expliquer que la symphonie que je joue à Stein, je la joue de la même façon à la Philharmonie de Paris. Quand je joue à la Philharmonie de Paris, je joue de la même façon à Stein. Je suis habillée de la même façon, avec les mêmes partitions, avec les mêmes musiciens. Donc, en fait, il n'y a rien qui change. La seule chose qui change, c'est que d'un côté, on est dans une grande salle identifiée, et dans l'autre, on est dans une salle, avec dans la proximité avec les habitants. Donc, c'est vrai que dès le début, comme on ne rentrait pas dans les cases, ou qu'au contraire, on cochait plusieurs cases et que ça ne fonctionnait pas, et on m'a parfois aussi demandé à choisir. On m'a dit, Zaya, le travail que vous faites en banlieue, il est très bien, restez en banlieue. Et par contre, concentrez-vous sur le travail en banlieue et puis n'allez plus à la Philharmonie ou dans les grandes salles. Mais je disais, non, en fait, dans ces territoires-là, les habitants, ils ont le droit d'avoir le meilleur. Pourquoi on me demande de refuser cette opportunité-là et de n'être que dans un certain type de travail? Non, moi, je veux pouvoir être libre de mes choix dans mon métier. Et c'est cette liberté dont on parle beaucoup depuis tout à l'heure, qui à la fois est parfois très lourde à porter et en même temps qui n'a pas de prix parce que j'ai jamais voulu faire des choix dans mes décisions. Et parfois, ce qui a été vu comme quelque chose de dévalorisant, c'est-à-dire d'être dans des territoires populaires, en milieu rural, d'être aussi impliqué dans l'enseignement et la transmission, aujourd'hui, c'est ce qui fait la force justement de Divertimento. Et on voit que les pratiques évoluent, que les mentalités commencent à évoluer, doucement, mais ça commence un petit peu. Donc je ne désespère pas. Alors entre-temps, il y a eu quand même quelques avancées. Le ministère de la Culture qui s'est un peu plus impliqué, mais par rapport au modèle économique d'un orchestre symphonique, ça veut dire que nous, on est obligé d'être très, 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 très actifs pour aller chercher beaucoup de partenaires parce qu'on n'a pas les mêmes financements qu'ont les gros orchestres. Paris n'est pas la France. Aussi, oui, c'est vrai, tout à fait. Ton livre que tu as écrit, La chef d'orchestre, là, mes chefs, CHEF. Ni homme, ni femme sur un pupitre, la baguette à la main, c'est Zaya Ziwani, chef d'orchestre. C'est important, ça ? Oui, c'est important. Alors, c'est vrai que... moi, souvent on m'a demandé, oui, est-ce que Zaya, tu diriges différemment parce que tu es une femme? En fait, même la fameuse question. Oui, mais j'ai envie de dire, même deux hommes vont diriger différemment parce qu'en fait, c'est très lié à la personnalité,
au charisme que l'on peut avoir, à ce qu'on dégage, la façon dont on emmène l'orchestre. Et c'est vrai que quand moi je suis à mon estrade de chef d'orchestre, je me suis jamais posé la question de me dire, bon alors comme je suis une femme, est-ce qu'il faut que je fasse comme ci ou comme ça ou... Non, en fait moi j'ai toujours fait ce métier de façon très authentique. J'ai jamais essayé par exemple de me couper les cheveux pour ressembler à un homme et d'avoir la même tenue que les hommes, que parfois certaines femmes ont fait aussi à une certaine époque. Non, en fait, moi je me suis dit, bah voilà, je suis une femme, je suis Zaya, bah, je vais être comme je suis en fait. Moi je me suis pas du tout posé la question de féminiser le mot. Parce que pour moi, le combat, il était ailleurs qu'à cet endroit-là, en fait. Et c'est qu'après, alors maintenant j'y tiens, bien sûr, et on voit que c'est beaucoup plus rentré dans les pratiques de féminiser un certain nombre de mots. Et le mot chef, moi j'y tiens beaucoup, aussi qu'on le féminise, mais je dois dire que il ne faut pas non plus se tromper de combat, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu vas féminiser le mot que tu vas régler tous les problèmes qui sont derrière. Moi j'ai essayé plutôt de commencer à régler les problèmes et je me suis posé la question du mot après. Tu sens encore des regards désapprobateurs de tes collègues ou même au sein de l'orchestre, quelquefois des hommes qui se disent « Oh là !» Bah, en fait, oui, quand on est une femme chef d'orchestre et qu'on se présente devant un orchestre, bien sûr qu'on est regardé différemment. Et quand, par exemple, même la façon dont on va venir sur l'estrade, s'adresser pour dire bonjour, mesdames et messieurs, la première fois, toutes les répétitions, on va être attendu. Parfois même beaucoup plus qu'un homme qui, même si pendant un quart d'heure à la fin d'une répétition, il est moins performant, on va dire c'est normal. Une femme, on va pas du tout avoir cette indulgence-là. Moi, je le vois encore. Il y a encore parfois des difficultés, mais moi, maintenant, j'ai fait mes preuves aussi. J'ai fait mes preuves avec Divertimento. Et donc, quand je viens devant un orchestre, je suis quand même beaucoup mieux accueillie que les expériences que j'ai pu avoir il y a 20 ans, par exemple. Derrière cette force féminine, je crois savoir qu'il y a une maman et une grand-mère qui sont, à tes yeux, des combattantes. Oui, tout à fait. Alors bon, moi, j'ai la chance d'avoir ma mère qui est encore très proche et ma grand-mère qui malheureusement est décédée il y a 2 ans maintenant, mais c'est vrai que pour moi ça a toujours été des modèles. Alors évidemment je pourrais citer des grandes personnalités, mais je crois en fait j'ai pas besoin d'aller trop loin et dans mon entourage proche, c'est vrai que j'ai toujours été fascinée par la force de ma grand-mère, par la force de ma mère aussi. Elles ont vécu des moments très difficiles en Algérie pendant la guerre. Elles ont connu la famine, elles ont connu les difficultés de la vie. Voilà, ma grand-mère, elle a été aussi agricultrice, elle a élevé 8 enfants. Et elle avait beaucoup de sagesse. Et donc, c'est vrai qu'elle m'a toujours encouragée, elle m'a toujours dit qu'il fallait que je croie en moi, que je croie dans ce que je fais. Et c'est ce qu'elle a dit à ma mère aussi, qui a pu aussi avoir la liberté de travailler, d'aller aussi voyager, de choisir son propre mari. Donc c'est vrai que moi j'ai trouvé quand même que j'avais de la chance d'avoir eu comme exemple ma grand-mère et ma mère. Et encore aujourd'hui, ma mère elle est très proche de moi et j'ai aussi envie que ma fille du coup, elle connaisse aussi bien sa grand-mère, qu'on passe du temps entre femmes parce que je trouve que c'est important d'avoir des bons modèles. Une femme nommée première chef d'orchestre invitée de l'Orchestre national d'Algérie en 2007. Oui. Ça c'est pas rien, elle serait fière je pense. Oui. Une femme également qui est à l'origine d'un film sorti au cinéma en janvier 2023, Divertimento, donc le nom de ton orchestre. Ça va les chevilles, là bientôt tu auras aussi une fresque avec ton visage à Pantin, la petite fille qui est devenue grande. T'as envie de dire quoi justement à ces jeunes qui pourraient un jour se dire « c'est pas pour moi tout ça ». Moi, j'ai envie de leur dire qu'au contraire, il faut être ambitieux, et il faut rêver grand. Et heureusement, alors parfois on rêve. Et puis moi, j'ai rêvé quand j'avais 20 ans. Je me disais, tiens, je vais être chef d'orchestre, je vais diriger à New York, à Tokyo, à Berlin. Alors j'ai eu cette vie-là aussi, mais je me suis rendu compte que ce n'est pas forcément de cette façon-là que j'étais la plus heureuse et la chef d'orchestre la plus heureuse. Et j'ai voulu donner un autre sens à mon métier, en continuant à être évidemment sur les grandes scènes internationales, mais aussi en étant dans la proximité avec les enfants, avec les habitants, dans mon travail, et qu'il faut se faire confiance. Il faut se faire confiance et qu'on peut faire les choses différemment. Mais par contre, pour moi, il n'y a pas de secret. Il y a un ingrédient qui fait qu'on réussit, c'est le travail. Alors parfois, ça peut être un peu un discours qui n'est pas hyper fun à entendre, surtout dans notre société aujourd'hui. Mais franchement, on n'a rien sans rien.
Là, on sort d'un été où on a rêvé avec les victoires des sportifs aux Jeux Olympiques et aux Jeux Paralympiques. Ça, c'est un super bel exemple. Si tu ne travailles pas, tu n'es pas le premier aux 100 mètres, tu n'es pas le premier à ta course de natation. Voilà, dans la musique, dans tous les rêves qu'on se fixe, en fait, la réussite, elle se mérite et il faut travailler. Et donc, je dois dire que c'est ce message que moi je fais passer aux jeunes aujourd'hui, et je passe beaucoup dans des établissements scolaires, dans plein d'environnements différents, et où je leur dis, il faut rêver grand, il faut croire en soi, et avec le travail, vous ne serez pas déçus. Voilà. Et donc moi j'ai envie de dire aujourd'hui, il faut foncer, quoi. Et c'est comme ça que je découvre dans mon écran de télé Zaya, qui est chef d'orchestre à la cérémonie de clôture des JO. Et je me dis, ah, la cachotière, je comprends maintenant pourquoi elle ne nous a pas répondu au printemps, où tu as la liberté aussi de présenter une Marseillaise magistrale. Bon, maintenant que c'est passé, tu peux nous expliquer comment ça s'est passé tout ça? Ah oui, alors c'est vrai que c'était une grande surprise. Alors, en plus, c'était d'autant plus un peu frustrant pour nous parce qu'on ne pouvait pas l'annoncer avant. Voilà, on était soumis à la confidentialité. Et je dois dire que ça a été une super belle rencontre parce qu'ils ont été bluffés par l'orchestre, par notre énergie, notre dynamisme, notre talent aussi, et notre capacité surtout à être innovant et à être curieux. Et puis en plus, le Stade de France, c'est chez nous, hein, c'est à quelques mètres de l'auditorium de Stein où on s'est rencontrés, où l'orchestre répète régulièrement. Et donc pour moi, c'était important qu'on puisse en faire partie. On a eu l'occasion pendant plusieurs mois de préparer cet événement. Et ensuite, de façon très concrète, pendant la période des Jeux, de répéter dans le Stade de France. Alors on répétait la nuit, puisque le jour, il y avait les compétitions. Alors c'est vrai que quand tu répètes la nuit et que tu es sur la piste où vient de se courir la course du 100 mètres, par exemple la finale du 100 mètres, que tu es en plein dans le Stade de France, tu dis waouh, on est dans un stade olympique, on va faire partie de cette aventure. Et je dois dire que j'étais aussi très heureuse de jouer cette Marseillaise qui a été arrangée par Victor Lehmann. Et c'est vrai qu'il m'a dit Zaya, moi j'aimerais bien faire ce pari-là qu'on ne joue pas la Marseillaise habituelle, mais qu'on joue celle-là. Je lui dis, écoute, ouais, on y va, on te suit, on a travaillé ensemble à l'interprétation pour qu'elle soit vraiment belle. Le public nous a tellement redemandé qu'on l'a rejouée quelques temps après à la Philharmonie de Paris. Et je dois dire que ça fait partie de nos gros tubes de l'été, là. Elle a pensé quoi, la petite fille de Pantin, quand tu étais là, que tu étais dans ce stade en train d'orchestrer la Marseillaise? Elle s'est dit quoi, la petite Zaya? En fait, je me suis dit, Zaya, tu as eu raison, et que si je devais refaire la même chose, je crois que je referais le même parcours. J'ai eu beaucoup de réussite dans mon parcours, mais j'ai aussi quand même beaucoup de difficultés. Et franchement, encore aujourd'hui, c'est pas toujours facile. Mais souvent, je dis que 90% de mon temps, je fais des tâches et des choses qui ne sont pas toujours rigolotes à faire, mais pour les 10% qui restent, franchement, ça vaut le coup. Et je me suis dit, voilà, j'étais là, il y a beaucoup de personnes qui ne pensaient pas que j'allais réussir, qui ne pensaient pas que Divertimento allait réussir. On est arrivé, on a fait la clôture des Jeux, on a été vus dans la planète entière. Ouais, c'est une belle reconnaissance. Et pour moi, maintenant, c'est passé. Et je me concentre sur d'autres objectifs. Et j'essaye toujours de faire en sorte que l'humilité, c'est hyper important. Parce que dans notre métier, la musique, elle reste toujours belle, mais elle va rester toujours aussi délicate et difficile à jouer. C'est pas parce que tu fais la clôture des Jeux que tout est acquis. Et non, au contraire, après, voilà, on redevient humble et on se remet à travailler parce qu'il y a encore plein d'autres choses à réaliser derrière. Juste, c'est quoi ça? Je me suis toujours demandé, en fait. Et en fait, c'est les gestes justement du chef d'orchestre. Alors, il y a des gestes qu'on va retrouver partout dans le monde qui vont être les mêmes. Ouais. Par exemple, si on veut battre une mesure à 3 temps, on va faire toujours 1, 2 et 3. Et qu'on soit ici à Pantin, à New York, à Berlin, Tokyo, on va diriger la mesure à 3 temps toujours de la même façon. Mais après, chaque chef d'orchestre va lui donner une direction différente. Si jamais, par exemple, on veut quelque chose d'un tout petit peu plus articulé ou plus saccadé, on va donner justement des petits à-coups qui vont permettre aux musiciens de comprendre qu'il faut donner beaucoup d'articulation. Si on veut au contraire de la rondeur dans le son, de la douceur dans le son, on va aller plutôt être dans des gestes beaucoup plus liants. Voilà, si on fait des grands gestes, on va susciter justement un jeu beaucoup plus généreux, beaucoup plus fort. Si on va être dans quelque chose de très doux, au contraire, on va faire des gestes petits. Donc en fait, le chef d'orchestre, il va beaucoup créer justement le contact avec les musiciens à travers des gestes qui sont parfois très communs, mais qu'en fait, on va beaucoup personnaliser. Si on veut arrêter, on va faire un geste, par exemple, comme ça. Voilà, on va accompagner, par exemple, un son pour jouer de plus en plus fort
par exemple avec un geste comme ça, ou au contraire comme ça pour jouer de moins en moins fort. Souvent on voit le chef d'orchestre au concert, c'est un moment qui est important bien évidemment, mais pour moi la partie la plus stratégique de ce métier, c'est vraiment pendant les répétitions, parce que c'est pendant ce temps donné, qui est parfois pas toujours long et qui est assez restreint, et ben on se dit tiens on est 80, 100 personnes sur le plateau, on a tant de répétitions, et ben pendant ces temps de répétition, il faut qu'au concert, c'est comme la finale du 100 mètres aux Jeux Olympiques, tu dois être prêt pour ce moment-là en fait, pas un jour avant, pas un jour après. Et donc, il faut que ce jour-là, tu sois au top. Et le chef d'orchestre, il doit gérer cette montée en puissance de l'orchestre, du travail. Par exemple, moi, je vais avoir beaucoup plus le trac pour les répétitions qu'à un concert où moi, je sais que j'ai fait mon travail, que le plus gros du travail a été fait. Et j'ai envie de dire que pour moi, le concert, c'est le moment du plaisir. Bon, après, quand j'ai dirigé à la clôture des Jeux, je ne te cache pas que j'ai eu quand même 2 secondes un petit peu le cœur qui battait. Mais voilà, mais pas du tout au point de perdre mes moyens. Et au contraire, je trouve que c'est ces moments-là qui sont les plus challengeants. Et franchement, comme disent les jeunes, moi j'ai kiffé ce moment. Et nous aussi. Voilà. J'imagine en fait un corps humain quand je t'écoute. J'ai l'impression que le chef d'orchestre, c'est le cœur qui bat. Oui. Et le reste, c'est tous les organes indispensables pour que le corps fonctionne. C'est exactement ça. Et quelque part, cette battue dont je te parlais, cette pulsation, c'est un petit peu... Moi, souvent, je compare ça justement au battement du cœur. Et j'explique aux jeunes, par exemple, quand je leur explique, voilà, la pulsation, c'est les battements du cœur. Et donc après, en fonction de si on va courir ou qu'au contraire, on est allongé plutôt tranquillement, on va plutôt donner un rythme beaucoup plus actif et parfois plus saccadé, parfois plus calme. Et c'est vrai que dans un orchestre, c'est vraiment comme dans un corps humain, chacun a son rôle. C'est comme une micro-société, il faut arriver aussi à travailler ensemble, à jouer ensemble, à faire en sorte que tout fonctionne. Alors il y a des fois où il y a un élément qui va ressortir, puis un autre qui va ressortir. Et puis il y a des moments où il faut tous rentrer dans le rang et tous être joués collectif. Et c'est un sacré challenge, mais quand on y arrive, franchement, ça crée des moments magnifiques. Du tac au tac, ton mot préféré? Mon mot préféré, le partage. Celui que tu détestes? Celui que je déteste. Je dirais tu n'y arriveras pas. Ça, je déteste. Voilà. Ton gros mot préféré quand ça marche pas? Attends, du tac au tac, c'est pas facile. Je dis c'est relou. Moi, chaque fois, c'est relou. Voilà. La musique que tu préfères? Allez, pas classique. Une autre. Une autre. Franchement, j'adore le jazz. Le jazz et la pop, Après, j'adore plein de musiques différentes, mais franchement, le jazz, ça m'inspire beaucoup. Et à cette petite fille qui, pour la première fois, a eu entre les bras ce violon, oui. Tu lui dis quoi? Je lui dis franchement, éclate-toi et surtout que la musique fasse partie de ta vie. Après, que ça soit dans les écouteurs, en allant faire du violon, en allant écouter un concert. Mais franchement, je trouve que la musique, c'est franchement un art qui permet tellement d'émotions que une vie sans musique, c'est trop triste en fait. Merci beaucoup. C'était génial. Merci à toi. Merci beaucoup. Venez découvrir toutes nos interviews en vous abonnant à notre chaîne et vous pouvez également nous suivre sur le podcast d'Entre vous et moi, disponible sur vos plateformes préférées.